Bonjour et bienvenue sur MEDEF TV pour le troisième et dernier grand débat de ces universités d'été. À côté de moi, 3 intervenants qui vont débattre aujourd'hui de la générosité, de la dialectique du leadership et de la générosité. On va revenir un petit peu en fait sur les grands thèmes qui ont été abordés dans cette dernière plénière de cette université d'été. Je vous présente tout de suite nos invités. À ma gauche, Bertrand Picard, bonjour. Bonjour. Alors on ne vous présente plus mais je vais tout de même le faire quand même. Vous êtes psychiatre, aéronaute et surtout récemment celui qui porte sur ses épaules le projet Solar Impulse. L'idée c'est un avion qui ne fonctionne qu'à l'énergie solaire, un avion qui pourrait pratiquement rester indéfiniment en l'air. Exactement. Très bien. On va discuter de tout ça dans quelques instants. À ma droite, Mathieu Ricard, moine bouddhiste, photographe, auteur humanitaire. Bonjour. Bonjour. Mathieu Ricard, juste une petite question. Vous en êtes à combien d'associations humanitaires ? Nous avons réalisé maintenant 110 projets en l'espace de 10 ans dans l'Himalaya, au Tibet, au Népal, en Inde. Et tout ça avec une petite équipe, 4% de frais de fonctionnement. Et notre devise, c'est de se transformer soi-même pour mieux se mettre au service des autres. La générosité, c'est un mot que vous connaissez bien. Et Carole Beffa, bonjour. Bonjour. Alors je suis aussi très fier de vous accueillir. Vous êtes compositeur, pianiste, ancien élève de l'école normale supérieure, de l'école nationale de la statistique et de l'administration économique, l'ENSAE. 7 prix du conservatoire, c'est ce qu'on appelle une tête. Ah ouais. Des oreilles peut-être aussi quand même. Et des oreilles aussi, oui. Alors on va parler de générosité. Générosité évidemment reliée un petit peu à l'entreprise. J'ai écouté un peu ce qui se disait dans la plénière. Il y a des fois quand même, on se demande, Bertrand Picard, vous allez peut-être pouvoir intervenir là-dessus, si on ne confond pas générosité et bon sens. J'ai entendu Nicolas Farge qui disait que la générosité, c'était donner ce que les gens ne peuvent pas espérer, c'est-à-dire au-delà de ce qu'ils méritent quelque part. Est-ce que dans l'entreprise, parfois, on n'a pas l'impression que la générosité, c'est juste donner ce que les gens méritent ? Mais je crois qu'il y a un grand malentendu autant autour du mot leadership qu'autour du mot générosité. Le leadership, c'est quoi ? Le leadership, c'est de donner envie aux autres de nous suivre. Donc il faut être stupide pour pas envie d'être un leader. Et pourtant, il y a tellement de monde qui se bat contre le bon sens et qui fait tout ce qu'il faut pour que les autres ne veuillent pas nous suivre. Et décourager les autres. Et on voit ça dans certaines entreprises, on voit ça dans certains partis politiques. Et puis la générosité, on croit que c'est un terme relié à la morale, à l'altruisme, etc. Alors que la générosité, c'est l'évidence que nous sommes en lien avec les autres et que si l'autre se sent bien, on se sentira bien soi-même et que l'individu ne peut s'épanouir que quand le contexte général et le système général s'épanouit. Donc on voit que effectivement les deux sont reliés au bon sens. Si nous voulons fonctionner bien dans notre monde, nous devons être des leaders, nous devons suivre les autres leaders et nous devons être généreux, c'est-à-dire avoir le respect pour la valeur de l'autre, considérer que l'autre a suffisamment de valeur pour qu'on s'occupe de lui et surtout pour que l'autre puisse nous apprendre quelque chose. Donc ceux qui ne sont pas généreux, c'est ceux qui sont dans leur tour d'ivoire, autosuffisants et qui croient qu'ils peuvent fonctionner tout seuls. C'est clair que c'est voué à l'échec. Alors Mathieu Ricard, justement, vous, comment vous définiriez d'abord au sens large la générosité et peut-être la générosité dans l'entreprise ? Déjà, en fait, ça ne devrait pas être ni un luxe, ni une question de bon sens, ni quelque chose qu'on doit dépasser ou stopper par quoi que ce soit. C'est simplement une reconnaissance de l'interdépendance des choses, une reconnaissance de notre humanité commune. Lorsque quelqu'un qui est très proche, un parent, un frère, une sœur, un compagnon, une compagne, on perçoit un besoin important chez eux, quelque chose qu'on peut faire afin d'améliorer leur situation, d'augmenter leur bien-être ou de remédier à leur souffrance, on ne se pose même pas la question, parce que nous accordons de la valeur à ceux qui nous sont proches. Il suffit maintenant d'étendre cette valeur. Tous les êtres sont nos frères et sœurs d'un certain point de vue, ils partagent la même humanité, et donc si on voit les choses de cette façon-là, le fait d'avoir davantage de considération pour autrui est naturel. Et donc si on peut trouver les ressources afin justement d'apporter du bien-être et de remédier à la souffrance là où elle est si souvent présente,
ça devient une joie et quelque chose de spontané. On n'a pas besoin de se forcer, de se dire on va faire des efforts, il faut absolument. Et puis si jamais on n'a plus les moyens, on ne peut plus le faire. Non, c'est pas un luxe, c'est pas un surplus, c'est pas pour donner une image publicitaire, c'est pas simplement si on peut se le permettre, c'est dans la nature la générosité doit être dans la nature des choses. Mais cette générosité dans l'entreprise, vous la voyez comment? Est-ce que c'est quelque chose qui doit se dérouler à tous les étages? Exactement, parce que j'avais assisté une fois à une réunion sur l'avenir de la philanthropie dans la crise, et ce qui apparaissait, c'est que les entreprises sont uniquement centrées sur le profit, donc ils perdent le côté humain. Lorsque les circonstances sont difficiles, tout le monde s'en va comme un peu les rats qui abandonnent un bateau en train de faire naufrage. Par contre, si du patron jusqu'au plus simple des employés, il y a un engagement dans une cause sociale, par exemple, eh bien, les gens voient un sens autre à leurs activités de tous les jours. Et c'est un peu comme un voyage où parfois la route est un peu... il y a des chaos sur le chemin, la route n'est pas forcément facile, il y a une sorte de détermination de poursuivre au lieu d'abandonner le navire qui coule. Et donc je crois que d'inclure ce facteur de générosité, de sollicitude, de fraternité dans l'entreprise, c'est quelque chose qui est très inspirant pour tous. Alors, je vais me tourner maintenant vers Carole. Justement, vous, la générosité, vous la voyez comment? Parce qu'on parle souvent des musiciens comme étant à la fois extrêmement généreux parce qu'ils distribuent la musique et à la fois parfois qui sont repliés sur eux-mêmes et qui jouent pour eux-mêmes. Alors, comment vous la voyez, vous? Alors, effectivement, il y a les deux dimensions. Comme pianiste, quand je fais un concert, quand je me produis en concert, j'essaye de donner la musique en partage. Et puis, à côté de ça, comme compositeur, je pense que c'est le cas de la plupart des artistes, mais tout particulièrement pour cette activité extrêmement solitaire qu'est la composition, beaucoup plus solitaire que le fait d'écrire un roman, parce que quand vous écrivez un roman, vous avez toujours la possibilité de le faire lire à quelqu'un dont vous vous sentez proche. Quand vous écrivez un scénario pour un film, c'est toute une entreprise collective. Quand vous écrivez de la musique, c'est très difficile de prendre l'avis d'un ami, quelqu'un en qui vous avez confiance, qui doit déchiffrer péniblement une page de musique qui va, à l'audition, prendre peut-être 6 secondes d'exécution et qui va déchiffrer en 1 minute. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement solitaire, de légèrement déprimant d'ailleurs, je pense, dans le fait de composer, qui n'est pas simplement lié à la page blanche, mais au type même d'activité, qui est un petit peu une bulle d'autiste. Donc il y a ces deux dimensions dans mon activité. À la fois comme pianiste, je suis content de pouvoir me produire en concert et d'essayer de faire partager quelque chose. Et puis c'est tout simplement important pour mon équilibre personnel. Et puis comme compositeur, je suis obligé en revanche de vivre un petit peu dans une grotte ou dans un igloo. De se refermer. Alors sachant que finalement la finalité malgré tout sera de donner. Oui, comme je le disais récemment, moi je ne m'imagine pas du tout composer pour le tiroir. Il y a des compositeurs, malheureusement, par nécessité ou par choix, c'est assez rare, écrivent pour le tiroir, c'est-à-dire qu'ils écrivent de la musique qui restera dans leur tête et sur une feuille de papier, mais qui n'aura jamais la chance ou pour lesquels ces compositeurs n'ont jamais l'envie qu'elle soit jouée un jour. J'ai la chance d'être relativement bien joué, ma musique est parfois diffusée à la radio, elle est disponible en disque, donc en général j'écris pour d'autres. Et par ailleurs, je ne fais pas partie de cette frange de compositeurs et d'artistes en général qui considèrent que l'hermétisme en soi est une valeur. Je pense que l'ouverture sur les autres, le fait qu'une musique soit relativement accessible n'est pas nécessairement le signe qu'elle est mauvaise, c'est peut-être au contraire le signe qu'elle est plutôt bonne. Alors puisque tous les trois vous êtes relativement, parce que vous j'imagine que c'est quand même une entreprise Solar Impulse, étranger au monde de l'entreprise, j'aimerais chacun que vous nous donniez maintenant, pour tous les chefs d'entreprise, pour tous les directeurs des ressources humaines, pour tous les gens de l'entreprise qui regardent ces émissions, un conseil pour développer sa générosité. On va commencer avec vous Bertrand Piccard. Je pense que l'essentiel, c'est la vision à long terme avec une vue générale. Parce que quand on regarde à court terme, centré sur soi-même, il n'y a aucune raison d'être généreux parce qu'on commence à perdre ce qu'on a et on ne sait pas comment on le récupérera. Donc, pourquoi être généreux si on a cette vision à court terme? Maintenant, si vous avez une vision à long terme, vous réalisez que cette interdépendance va être bénéfique à tous. Et que quand vous avez en plus une possibilité d'entraîner les autres avec vous dans une vision où chacun y trouvera son compte, vous êtes dans du gagnant-gagnant. Je vous donne un exemple qui m'a énormément frappé. C'est un chef d'entreprise en Suisse, c'est le patron du Swatch Group, qui pendant la crise de 2008-2009 n'a licencié aucun collaborateur, contrairement
à peu près toutes les entreprises autour de lui. Au moment où le marché a repris, il avait tout son staff, tous ses collaborateurs, tous ses employés prêts à reprendre les commandes. Alors que les autres ont mis des mois, voire 1 ou 2 ans, pour retrouver du personnel qualifié et récupérer les commandes. Donc, le groupe Swatch a fait le meilleur chiffre d'affaires de son histoire dans l'année qui a suivi la crise. C'est d'un côté généreux de ne pas licencier du monde, mais c'est également intelligent. Et quelle a été l'interview du chef d'entreprise? C'est « Nous ne pouvons pas gagner chaque année autant, et il n'y a pas de raison de vouloir gagner chaque année autant. Il y a des bonnes années, il y a des mauvaises années, mais il faut être prêt pour qu'une moyenne soit ascendante. » Donc on voit que la générosité, ce n'est pas de l'angélisme. La générosité, c'est cette vision à long terme qui rapporte à chacun. Et ça, c'est important. Je ne pense pas qu'il faille pousser tout le monde dans les entreprises à faire que de la générosité pour l'autre. Parce qu'à ce moment-là, on devient un peu angélique. Je ne sais pas si Mathieu sera d'accord avec moi, parce que je crois que... Oui. Je pense aussi que les ressources, c'est comme un instrument. Avec un marteau, vous pouvez construire, vous pouvez détruire. Alors, il faut voir quel est l'impact des ressources d'une entreprise ou même d'une personne qui dépose beaucoup de ressources financières pour lui-même et pour les autres. À certain point de vue, on ne peut pas faire grand-chose avec 2 milliards qu'on ne peut pas faire avec 1 pour soi-même. Pratiquement rien. Par contre, pour les autres, c'est le double d'activité, de biens. Donc, si on voit ça de ce point de vue-là, l'argent devient une force vive au lieu d'être une sorte d'accumulation où sur une île déserte, on accumule des richesses pour finalement, pourquoi? Et le jour de la mort, on n'emmènera pas ça sur son cercueil. Le plus riche du cimetière, comme on dit. Donc c'est pour ça que disait le père Sérac, qui a œuvré pendant presque 50 ans pour 50 000 enfants dans le sud de l'Inde, ce qui n'est pas donné est perdu. Magnifique. Magnifique. Carole, votre conseil aux entrepreneurs pour plus de générosité? Alors, je suis tout fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que la générosité n'est pas de l'ordre du calcul pur, elle n'est pas non plus de l'ordre de l'angélisme. C'est quelque part entre les deux. Ce que je veux dire par là, c'est que pour une entreprise, par exemple, qui veut aider les artistes, on peut se dire que c'est une activité purement gratuite et qu'elle le fera à perte, pourquoi pas. C'est peut-être pour son prestige personnel, pour son image, et puis c'est peut-être aussi tout simplement parce qu'elle croit en cette chose qui s'appelle l'art, qui a une certaine valeur de pérennité. Et elle s'imagine que cet investissement, entre guillemets, qu'elle paraît faire à court terme, en réalité, pourra lui apporter quelque chose à long terme. Je pense surtout que c'est un moyen d'obtenir une certaine forme de pluralisme esthétique, qui est une des choses qui manque le plus en France et peut-être dans d'autres pays dans le monde. C'est que si on se fie simplement à l'État pour aider un certain nombre d'artistes, qu'est-ce qu'on va avoir? Un art officiel. Donc il faut que les entreprises elles-mêmes fassent preuve d'une certaine forme de curiosité pour aller vers des artistes qui puissent les aider, leur commander des œuvres éventuellement si c'est un système de commande qui est en jeu. Bref, il faut se montrer curieux. Parfait, bien merci tous les trois. Je rappelle, et on va aller procéder dans l'ordre. Bertrand Piccard, on peut avoir des informations sur votre défi Solar Impulse. C'est bien plus qu'un simple avion solaire, c'est véritablement un défi qui est là pour bouleverser les dogmes et les idées reçues et faire avancer notre société. Et c'est on devrait voir le site internet www.solarimpulse.com pour tout savoir sur ce grand défi. Vous n'avez pas de site internet, mais vous l'avez compris, les entreprises peuvent aussi aider les artistes. Et Mathieu Ricard, Karuna Session, c'est le nom de votre association. Si on peut s'approcher. Voilà, regardez, cette jeune fille, plus de 110 projets, c'est ça, en Inde, au Népal, au Tibet. N'hésitez pas à vous rendre, le site internet est apparu. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur ce plateau. C'est la fin de ce grand débat.